de la gare, on va construire un centre commercial avec une grande tour symbolique de 30 étages. Ce sera la tour l'immeuble le plus élevé de Kinshasa. Voilà les projets. Donc, un immeuble commercial. Un immeuble commercial avec des immeubles résidentiels. Et voilà les projets de la gare centrale. Ah, vous avez la maquette? Oui, on a la maquette ici. C'est ça les projets de la gare centrale. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans les discussions entre la SCTP et ses partenaires turcs, ils vont se rendre compte que le terrain en question, le terrain de la gare centrale, n'appartient pas à la SCTP, n'appartient pas à l'ONATRA. Ce terrain-là appartient à l'État congolais. La SCTP aujourd'hui, peut-être juste pour rappeler, la SCTP aujourd'hui, c'est une société commerciale qui fonctionne dans les infrastructures mises à la disposition par l'État congolais. Donc, la ministre des tutelles de l'ex-ONATRA, Madame Mumba, du portefeuille, sont venus me voir pour me demander est-ce que vous ne pouvez pas faciliter ce partenariat public-privé, PPP, entre l'ONATRA, l'ex-ONATRA et ses partenaires privés pour moderniser cet espace. Pourquoi on est venu me voir, moi, comme ministre des Infrastructures? Juste peut-être pour expliquer, sinon les gens ne comprendront pas la suite. L'État est un propriétaire comme toute autre propriété. Il a un patrimoine. Mais le patrimoine de l'État a deux statuts. Il y a certains biens de l'État qu'on appelle les biens du domaine public et d'autres biens de l'État, on les appelle les biens du domaine privé. Les biens du domaine public, c'est par exemple le boulevard du 30 juin, l'aéroport de Ndjili, les palais du peuple, les stades de martyrs, la gare centrale. Les domaines privés, ce sont les maisons que l'État peut avoir à gauche, à droite, à la Gombe ou à l'intérieur du pays. La particularité des biens qu'on appelle les biens du domaine public, les juristes disent, ce sont des biens inaliénables qu'on ne peut pas vendre. Et ces biens du domaine public, c'est le ministre des Infrastructures que je suis qui gère cela. Je gère l'aéroport de Ndjili, mais qu'on a mis à la disposition de la RVA. Les palais du peuple dépendent du ministère des Infrastructures. On a mis comme, entre guillemets, locataires les Sénats et l'Assemblée nationale en attendant qu'ils aient leur bâtiment. Et les stades de martyrs, on a mis, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus me demander? Ils disent, voilà, ça, nous considérons que c'est un bon projet, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à évoluer avec ce projet en sortant, en changeant les statuts de la gare centrale, du terrain, les sortir du domaine public de l'État et les mettre dans les domaines privés. Dans les domaines privés, l'État peut faire ce qu'il veut de ses biens, mais pas dans les domaines publics. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir cela, domaine public, mettre dans les domaines privés? Il n'y a pas vente, hein? C'est juste changer de statut. J'ai la prérogative de faire cela avec un arrêté de désaffectation. Est-ce que vous l'avez fait? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que justement, pour veiller à ce que les ministres des Infrastructures ne fassent pas n'importe quoi avec le patrimoine de l'État, mon autorisation, ma signature de cet arrêté est subordonnée à une autorisation du Conseil des ministres. Il faut que le gouvernement examine les dossiers avant d'autoriser que je signe. C'est ainsi que moi et la ministre du portefeuille, nous avons écrit au Premier ministre pour faire examiner ces projets dans les instances gouvernementales. Si le gouvernement considère que c'est un bon projet, qui va moderniser Kinshasa, qui va créer de l'emploi, la SCTP pourra avoir des revenus supplémentaires, le gouvernement va m'autoriser à prendre la réponse. Si le gouvernement considère que les intérêts de ne sont pas assez préservés, je n'aurai pas l'autorisation et le projet va s'arrêter. Voilà ce qu'on appelle l'affaire de la gare centrale. Quoi qu'il en soit, l'ex-ONATRA est quasiment dans des difficultés comme la plupart des entreprises publiques. Il y a eu un tollé général de la part des syndicats. Est-ce que cette pression, est-ce que cette protestation va suspendre ou mettre fin à ce projet? Ce que je peux dire, c'est deux choses. Ce que les syndicalistes doivent savoir, c'est une initiative interne. Je vous ai expliqué, ça vient de l'ex-ONATRA, de la direction. Deuxième chose, je pense qu'il est peut-être important qu'il y ait un débat interne au niveau de la SCTP, entre la direction et les employés, qu'ils se mettent d'accord. Parce que, manifestement,
les employés de la SCTP n'avaient pas la bonne information. Et surtout, ce qui a un peu, disons, donné une connotation négative à ces projets, c'est le fait que l'un de vos confrères a sorti la lettre de transmission de la note au Premier ministre avec les sous-titres « Thomas Louaka a Teki Gare ». Bon, c'est vrai, il y avait point d'exclamation. Mais déjà, tout ça, les gens pensent qu'on veut vendre la gare. Mais si on explique aux uns et des autres, ils pourront trouver un compromis. Moi, à mon niveau, ministre des Infrastructures, donc ça ne va rien changer que la gare reste aujourd'hui dans les domaines publics de l'État ou dans les domaines privés, mais c'est plutôt la SCTP qui a beaucoup à perdre ou à gagner avec ces projets. Alors, monsieur le ministre, c'est ce que je vous comprends très bien. La colère des agents de la SCTP a peut-être été exacerbée par le fait que vous n'avez pas eu l'amabilité d'informer ce personnel de toutes ces mutations que vous venez d'expliquer ici, puisque pour les travailleurs de cette entreprise, cet espace donc, appartient à la SCTP depuis des années. Et puis la SCPT, c'est une entreprise publique. Quand vous dites c'est une entreprise commerciale, pour eux, c'est que des mots. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un problème de pédagogie, un problème d'information. Mais je suis mal à l'aise, ministre des Infrastructures, aller parler avec les employés de la SCTP, avec qui je n'ai aucun lien de subordination ou de tutelle, commencer à leur expliquer. C'est pour ça que je dis que c'est un dossier qui doit être réglé en interne avec leur ministre de tutelle. Oui, parce que si vous l'avez défendu, ça veut dire que vous en connaissez les contours. C'est un projet qui va coûter combien? Est-ce que ça sera bénéfique pour ces travailleurs qui sont sans doute en arrière et salaire, qui ont géré ces terrains pendant depuis des années? Et on a d'énormes dettes. Non. Et je vous ai expliqué comment je suis entré dans ce dossier de manière accidentelle. Si les terrains appartenaient comme bien privé à la SCTP, je n'aurais ni de près ni de loin été concerné par cette affaire. C'est seulement la SCTP qui me demande de faire une faveur, de changer les statuts. Je comprends parfaitement les difficultés qu'il peut y avoir en interne, mais c'est à eux de discuter. Ce que moi je sais, les groupes ici, Turcomol, c'est un grand groupe. Vous savez combien ça va coûter? Non, je n'ai pas idée parce que je ne participe pas aux discussions. C'est la SCPT, peut-être la direction de la SCTP qui négocie ces dossiers, qui peut avoir ces détails-là. Moi, je n'ai pas ces détails. Ce que je dois dire, c'est que ces projets avaient commencé en même temps. Les négociations avaient commencé à Kinshasa et à Kampala. Au moment où nous parlons, le centre commercial moderne, est déjà réalisé à Kampala. Voilà, merci beaucoup Emamila, et je crois que nous allons profiter de la présence du ministre pour lui poser en fait d'autres questions liées directement au fonctionnement de ce ministère. Mais monsieur le ministre, nous préférons saisir l'actualité d'abord. Il y a eu près de 50 morts dans la ville ici, à la suite des dernières pluies. D'autant ont crié tout simplement au manque d'infrastructures et notamment des caniveaux dans la ville de Kinshasa. Est-ce que votre ministère, et pourquoi votre ministère n'a pas pris à bras le corps ces problèmes pour ne fût-ce que curer tous ces caniveaux qui sont complètement bouchés dans la ville de Kinshasa? La première des choses, quand vous dites manque d'infrastructure, vous avez parfaitement raison. En 1960, lorsque les Belges partent, Kinshasa, c'est 300 000 habitants. 300 000 habitants. Aujourd'hui, on est autour de 10 millions d'habitants. Mais le rythme de construction des infrastructures n'a pas suivi le rythme de l'accroissement démographique de la population. Donc, il y a défaillance à ce niveau-là, je suis d'accord avec vous. Mais ça ne dépend pas de moi, je viens à peine d'arriver à ces fonctions. Mais c'est un constat. Vous assumez quand même. J'assume, les infrastructures n'ont pas suivi. Deuxième chose, je présente mes condoléances à toutes les victimes des dernières inondations dans la ville de Kinshasa. Si on avait adopté des politiques plus responsables depuis des décennies, il y a ce genre de choses qu'on aurait pu éviter. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Quel est le constat avec les peu d'infrastructures que nous avons? Il y a des problèmes de construction anarchiques. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes à la tour des Beautours, après une forte pluie, tous les parages des Beautours, ça devient une vraie piscine, comme le nom d'une institution qui est à côté, derrière l'ONATRA. C'est vraiment une vraie piscine. Pourquoi? Parce que justement, il y a une grande canalisation, un grand collecteur qui récupère toute l'eau
de pluie de cette zone-là pour les amener au fleuve. Malheureusement, les projets Rakin à la gare centrale, vous voyez un projet qui est à l'arrêt là, le projet Rakin a été construit, les bâtiments ont été construits sur ces grands collecteurs qui est aujourd'hui totalement bouché. L'eau ne s'est plus passée pour aller au fleuve. Voilà la conséquence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un nouveau collecteur qu'il faut dévier par rapport au projet. Mais un nouveau collecteur de cette dimension-là, parce qu'un homme peut marcher dedans, ça coûte des millions de dollars. Mais on n'avait pas procédé aux études avant d'autoriser la construction de ces complexes-là. Le projet Rakin qui est complètement mort depuis des années. Oui, mais je fais le constat de ce qui se passe aujourd'hui. Les constructions anarchiques. Il n'y a pas seulement Rakin, hein, il y a beaucoup d'immeubles qui ont construit sur des caniveaux qui empêchent le dépassement. Il y a un autre phénomène aussi à Kinshasa. Comme les services de récolte des déchets, d'évacuation des déchets n'est pas très efficace, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? La population a pris l'habitude de considérer les caniveaux comme des poubelles. Les cours d'eau aussi. Hein. Les cours d'eau aussi, on jette tout dans les rivières, on jette tout dans les caniveaux. Moi, j'ai vu des matelas en mousse dans des caniveaux à Lemba. J'ai vu ça. J'ai vu des chaises en plastique dans des caniveaux. L'eau ne pouvant plus passer dans les caniveaux, l'eau va passer sur la chaussée et la chaussée n'aime pas l'eau. Voilà comment nous détruisons nous-mêmes le peu d'infrastructures que nous avons. Mais on accuse votre ministère, monsieur le ministre, quand on parcourt la ville, il y a beaucoup de chantiers abandonnés par l'OVD aujourd'hui. Bon, peut-être donner une information que la plupart des mortels peut-être n'ont pas. Lorsque vous regardez notre constitution aujourd'hui, il y a la répartition des attributions entre le gouvernement central et les provinces. Lorsque vous regardez la Constitution, ceux qui sont à la maison, ils pourront avoir le temps de faire cela, vous allez voir que la voirie relève des gouvernements provinciaux. C'est la responsabilité des gouvernements provinciaux. Pourquoi quand même nous intervenons? Nous intervenons dans le voirie, pas seulement de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, de Matadi, pour donner un coup de pouce. Nous savons que la décentralisation a été réalisée, mais beaucoup de provinces n'ont pas le moyen de suivre, d'assumer leurs prérogatives. Voilà comment nous intervenons pour appuyer. Je ne vais pas me défiler, je sais que beaucoup de gens sont convaincus que la voirie de Kinshasa, c'est le ministre des ITPR. Je voulais juste rétablir la vérité juridique sur la responsabilité les responsabilités des les travaux anti-érosifs qui n'existent pratiquement plus dans la ville ici, alors que les érosions avancent. Non, vous ne pouvez pas dire cela qu'il n'y a pas de travaux de lutte anti-érosive. Je vous donne un exemple. Peut-être nous communiquons mal. La plupart des gens qui sont morts, il y a une érosion. Il y a une érosion, une très grande érosion qui a causé beaucoup de dégâts dans les quartiers Sangamam, dans la commune d'Engaliema. Et l'érosion s'appelait, et je ne sais pas pourquoi, l'imagination congolaise, l'érosion s'appelait Boma Libala. Donc cette érosion-là, nous sommes allés combattre cette érosion-là, et pour vous dire, les travaux anti-érosifs, c'est un gouffre qui consomme beaucoup d'argent. L'érosion Boma Libala a coûté à l'État congolais 8 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il vous arrive de circuler à Barumbu et à Kinshasa, par exemple? Presque partout, les routes sont un échec. Où sont passés les contrats chinois? Vous construisez et puis la construction ne dure pas. Généralement, c'est ce qu'on observe. Non, il y a un autre phénomène qu'il faut comprendre dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est une petite vallée. C'est une zone marécageuse entourée de 3 chaînes de montagnes. Vous avez Mongafula, Mongaliema, vous avez du côté du campus, il y a quelques collines tout autour. Mais la surface, c'est pour ça que je suis très content que vous ayez cité Barumbu et commune de Kinshasa. C'était un marécage. Nous sommes dans une zone marécageuse. Pour faire des routes durables dans une zone marécageuse, il faut des routes en béton armé. Et les routes en béton armé coûtent cher. Alors, les gens se sont dit, en attendant qu'on ait les moyens, faisons cela avec de l'asphalte. Je vous donne un exemple pour vous montrer que nous sommes vraiment dans une zone marécageuse. Vous savez que l'avenue Bongolo, même pendant la saison sèche, l'eau ne sèche pas. Parce que justement, la nappe phréatique est à moins d'1 mètre de la route.
Ce qu'il nous faut à Kinshasa, c'est des routes en béton armé. Mais ça coûte cher. Bongolo, il faut faire cette route. Deuxième problème à Bongolo, il faut soulever les ponts qui est trop bas pour permettre à la rivière de couler plus facilement. Il faut curer les rivières. Il y a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement pour nous, les moyens financiers ne suivent pas, d'autant plus que nous avons levé une option politique. Priorité des priorités, ce sont les élections. La mauvaise gestion des routes favorise l'apparition du choléra. Il est réapparu à Kinshasa, passez-moi à la répétition. Les gens en meurent, comme les gens sont morts des inondations. Est-ce que le gouvernement se sent responsable? Oui, bien sûr, c'est le gouvernement qui est là pour gérer la société. Le gouvernement ne peut que se sentir interpellé par cette réapparition de cette maladie qui a disparu ailleurs. Mais je pense que toutes les mesures sont prises pour que cela ne dégénère pas en épidémie dans la ville de Kinshasa. Si vous permettez une question pour terminer avec le premier chapitre sur les infrastructures. Mais alors, avec tout ce qui est arrivé dans la ville, je crois que ça devrait servir de leçon au gouvernement que vous êtes. Mais quel est le plan finalement que vous avez pour réaliser dans la ville de Kinshasa notamment? Avec trop d'érosion, vous avez la Luambinza, vous avez Mongafula, vous avez l'université de Kinshasa, Kindele, Konso là-bas. Mais finalement, c'est toute la ville qui risque de disparaître. Est-ce que votre ministère a un plan vraiment arrêté pour arrêter urbaniser les plans existent. L'hôtel de ville a un plan qu'on appelle le SOSAC, le plan d'aménagement de la ville, de l'agglomération de Kinshasa. Les plans existent. Ce qu'il faut, il faut continuer à sensibiliser les gens. Les érosions, par exemple, ce sont des constructions dans des endroits où il est interdit de construire. Mais tous ces gens-là ont des documents, malheureusement. Justement, c'est l'irresponsabilité de certains fonctionnaires de l'État qui délivrent des documents moyennant quelque chose. C'est quelque chose que nous déplorons, ça ne commence pas aujourd'hui. Et ils ne sont pas punis? Non, ils sont punis, beaucoup sont partis, ont été sanctionnés, peut-être on ne fait pas assez de publicité dessus. Il y a certains fonctionnaires de l'État qui sont à Makala aujourd'hui. Mais c'est quand même un phénomène qu'il faut combattre, où on donne des autorisations aux gens à construire là où il ne faut pas construire. Mais nous avons un programme. Dans mon bureau, j'ai tout un tas de dossiers comme ça. Peut-être, je ne sais pas si ça va rassurer certains de nos téléspectateurs. Tout un tas de dossiers qui concernent quoi? Les devis de la voirie de Kinshasa. À chaque fois qu'on m'appelle, il y a un problème là-bas. On envoie l'OVD. L'OVD arrive, fait des études, amène les devis. L'OVD va là-bas, telle avenue, ça ne va pas, Biando et tout. Mais nous avons quand même en interne un programme minimum de la voirie de Kinshasa que nous essayons de mettre en pratique. Mais je tiens aussi peut-être à souligner, pour montrer quand même qu'il y a des choses qui se font. Et souvent, les journalistes ne mettent pas en avant lorsqu'il y a des bonnes choses qui se réalisent. Aujourd'hui, nous venons de construire une nouvelle route qui part, on appelle ça la route Nzolana. Le rond-point pompage, la route va sortir à Lupin. Maloueka, par Maloueka. Ouais. On a construit un nouveau pont et une route asphaltée. Donc, la route Nzolana. On a été acclamé par la population, applaudi par la population. Je vous invite à faire un tour, c'est vraiment moderne, vous ne croirez pas. Je me rappelle même qu'il y a un musicien là qui chantait à l'époque, oui, moi j'habite à Maloueka, les taxis n'arrivent même pas là-bas. Aujourd'hui, il y a une route moderne à Maloueka. Cette route va durer comme les autres? Non, ça va durer parce que ça a été fait dans de très très bonnes conditions. Là, c'est ce qu'on a fait. Peut-être des autres projets en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Nous sommes en négociation avec des partenaires chinois, Sino Hydro, pour créer une nouvelle route. Vous voyez peut-être les gens qui ont l'habitude d'aller en Europe, il y a possibilité dans une ville de prendre une route qui fait le tour de la ville. En Belgique, on appelle ça un ring. En France, c'est un périph', le périphérique. Ici, à Kinshasa, nous sommes en train de voir comment construire. On appelle ça l'ancienne route de caravane, qui partirait des pompages, Lutendele, et qui va sortir par Miteli. Cette route va permettre de soulager les embouteillages qu'on constatait dans le marché qu'il y a avant la cité Mama Mobutu.
et vers la cité Maman Mungutu, même à Lupen là-bas, parce que ça va être soulagé. Les gens de Mitende viendront directement jusqu'à Magasin Kitambo. Les projets sont en cours, nous sommes en train de discuter sur les modalités. Deuxième grand projet, c'est la construction d'une autoroute. Vous savez, avec les embouteillages de Kingasani, sur Lumumba. La solution à ce phénomène d'embouteillage, parce que le trafic est très important, et c'est la seule voie qui permet de connecter les centres-villes à l'aéroport, on veut construire une autoroute qui partirait du centre-ville jusqu'à l'aéroport de Njili en longeant le fleuve. C'est un projet qui va coûter autour de 300 millions de dollars. Nous avons des partenaires qui sont intéressés pour venir préfinancer. Vous connaissez le système de concession. Ils vont faire leur route et puis pendant 10, 15 ans ou 20 ans, ils vont faire payer les passages sur cette route. Lorsqu'ils ont récupéré leur argent, la route va appartenir à l'État. C'est comme ça que les États-Unis ont été construites. Les infrastructures, ce n'est pas que les routes. Bon, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des logements sociaux, les logements sociaux dans ce pays? Oui, alors rapidement, comme ça on va passer au débat politique. C'est devenu la cité Millennium, inaugurée en grande pompe en 2006 par le président Kabila. Je vous réponds à ceci. Justement, dans la vision du chef de l'État, on vient d'installer à Kisangani. À Kisangani, même, je pense même la population de Kisangani n'est pas informée. Une usine de fabrication de maisons préfabriquées. Ce sont des Italiens. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, on a eu des partenaires qui sont venus, ils sont installés à Kisangani, où ils sont capables de produire en une journée 20 maisons. Et on les transporte comment vers les autres provinces? Non, non, non. Ça va être un peu partout parce qu'on a commencé. On a fait des échantillons à Kinshasa. Les modèles, les maisons modèles qu'on a fait à Kinshasa, il y a 20, je crois 10 ou 20 maisons. Vous voyez en face de l'aéroport. Il y a une petite cité là avec 20 maisons. Exactement. Ce sont ces maisons-là que ces partenaires nous ont montré. On a dit, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Ils ont fait ça là-bas. Il y aura le site de Kisangani. Il y aura une autre usine qui va être installée à Kinshasa. Dans les grandes villes comme ça. Donc ça, c'est justement de la politique qui va permettre des logements sociaux. Des logements sociaux qui vont revenir, disons, autour. Une maison de 3 chambres. À combien? Une maison de 3 chambres peut revenir à 45-50 000 dollars. Parce que quand on dit que la cité Oasis, c'est la cité du fleuve, c'est des logements sociaux, c'est une arnaque. Non, ça c'est des investissements privés. C'est une arnaque. Ce sont des investissements privés. Ce que moi je vous parle, c'est l'investissement de l'État. Les gens pourront prendre à crédit une maison de 50 000 dollars pendant 10-15 ans, je crois qu'il peut payer à tempérament. Ça, c'est réellement des logements sociaux. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois qu'on va organiser toute une émission élaborée pour parler de tous ces problèmes d'infrastructure et de travaux publics. Alors, le volet politique, vous êtes un homme politique, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité politique de notre pays. Le débat aujourd'hui, c'est autour de la validité et du respect de l'accord de la CENCO qui avait été signé de bonne foi par tout le monde. Alors, est-ce que cet accord est encore d'actualité aujourd'hui, après le 31 décembre 2017? Merci beaucoup pour la question. Pour nous, l'accord est valable, l'accord est d'application. Qu'est-ce qu'est l'accord de la CENCO? On se trouvait devant un problème politique. Les uns les autres, les uns considéraient que non. Au mois de décembre 2016, les mandats du chef de l'État s'achèvent. Donc le chef de l'État doit partir, alors que la Constitution dit le contraire. Donc il y avait des divergences sur même l'interprétation de la Constitution. Le chef de l'État, et souvent ça les gens oublient, c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a initié les dialogues. Ce n'est pas la CENCO qui a demandé les dialogues. La CENCO à l'Union africaine était là comme invité. Donc le chef de l'État a initié un dialogue avec la classe politique et la société civile, justement pour régler cette question. Je ne vais pas revenir sur les étapes, arrivons directement à la CENCO. Et qu'est-ce que la CENCO a retenu? Les accords de la CENCO, c'est 3 choses. 1. Tout le monde reconnaît, conformément à la Constitution, les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. 2. Nomination, partage des responsabilités au niveau du gouvernement par la désignation d'un haut cadre de l'opposition à la primature. 3. Mais qui est boudé aujourd'hui? La mise en place d'une structure de suivi qu'on appelle les SENSA. Voilà les 3 éléments clés de l'accord de la CENCO. Monsieur le ministre, le choix d'homme ne pose-t-il pas problème? Non, maintenant les problèmes c'est lesquels?
Il y a des gens dans l'opposition qui se sont sentis frustrés par les choix de leurs camarades. Certains considèrent que ce n'est pas Bruno Tshibala qui aurait été désigné, c'est quelqu'un d'autre. D'autres pensent que ce n'est pas Olenga Koy qui devait être désigné, c'est quelqu'un d'autre. C'est des conflits internes à l'opposition. Mais de notre côté, l'accord est d'application. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression, c'est mon intime conviction, que l'objectif poursuivi par tous ces dialogues, c'était quoi? C'était l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes. C'était ça l'objectif. Lorsque vous allez lire l'accord de la Cinco, l'objectif du dialogue, c'était ça. L'organisation des élections apaisées. Pas le partage en amont? Non. Maintenant, le partage, c'était justement dans le cadre du processus de suivi. Maintenant que la loi électorale est là, maintenant que le budget est publié, maintenant que le calendrier tant attendu est connu, Très contesté d'ailleurs à l'opposition. Je reviendrai sur le calendrier. On a l'impression que la perspective des élections effraie certains, fait peur à certains. Et je comprends, je suis un politicien, je me mets à la place de mes camarades. Aller aux élections, ce n'est pas une chose facile. Si vous êtes habitué à rouler dans des jeeps ici à Kinshasa, les élections vont vous obliger à aller monter sur une moto à Lubudi ou en Djolou, parce que les infrastructures routières ne sont pas là. Et cet exercice-là difficile fait peur à certains politiciens. Alors la solution, c'est quoi? Nonobstant la publication du calendrier, faisons du désordre pour une répartition encore, un énième dialogue. Ça, c'est un procès d'intention. Ou c'est votre analyse? Je donne mon analyse. Je donne mon analyse. C'est pas forcément la C'est la vérité. peur. C'est la peur des élections qui pousse certains et les autres. Je donne un exemple. La Cinco dit, en tout cas les cardinals, on va faire des manifestations pour demander le respect des accords de la Cinco. Oui. Je viens de dire ici, l'un des éléments clés de cet accord, Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais lorsqu'un acteur majeur, président du RASOP, Félix Tshisekedi, il passe dans les médias pour dire que non, nous avons besoin maintenant d'une transition sans Joseph Kabila. Est-ce qu'il est encore dans les accords? Il n'est plus dans l'accord. Est-ce que les accords ne disaient plutôt pas qu'il fallait des élections une année plus tard, ça veut dire en décembre 2017? Oui, madame, il faut des élections. Mais il y avait quand même, au cas où il y avait des problèmes, on pouvait, la CNSA, c'est justement pour ça que la CNSA a été mise en place. Au cas où on ne peut pas en 2017, la CNSA va évaluer avec le gouvernement. Mais je reviens au fait que l'un des acteurs majeurs, président du Rassemblement, il dit dans les médias, transition sans Kabila. Manifestement, le monsieur n'est plus dans l'accord. Mais je n'ai pas entendu une condamnation de la part de l'arbitre qui était la Cinco. Pour dire au monsieur, non, on doit rester dans le respect de l'accord. Monsieur le ministre, en quoi le propos du cardinal Monsengo vous dérange lorsqu'il exige tout ça? Non, les propos du cardinal Monsengo me dérangent à deux niveaux. En tout cas, l'attitude du cardinal. C'est un homme que je respecte beaucoup. Je connais pas très bien, relativement bien son parcours. C'est un parcours exceptionnel. C'est un homme très intelligent, un prêtre de très haut niveau. Mais qu'est-ce qui m'a dérangé? Ce qui m'a dérangé, c'est qu'un prince de l'Église, c'est-à-dire l'un des hommes chargés de montrer la direction spirituelle et morale à la société, lorsqu'un tel homme se met sur la place publique à insulter les gens, c'est un mauvais exemple qu'il donne. L'insulte, c'est quoi ça? Médiocre, c'est ça? Je ne sais pas, Mamina, si je vous dis que vous êtes une journaliste médiocre, c'est des louanges que je vous fais, c'est une Il a insulte. cité le nom de quelqu'un. Non, j'ai dit, ce n'est pas question de nom. Je suis une journaliste à 2 balles. Exactement, c'est une insulte, c'est méprisant. C'est qui n'est pas le cas. Si méprisant que ça. Non. Sur une échelle à 10. On va pas. Sur une échelle Non, à 10. on va pas débattre. C'est vrai que c'est dégradant. En tout cas, c'est vrai que c'est dégradant. je considère que quelqu'un qui me traite de médiocre, c'est une insulte à Mais mon de égard. là, Et je ne me permettrai jamais. Mais de là à engager une campagne de sape contre lui dans Non, les médias. je n'ai pas fini de dire exactement ce que je lui reproche. Je reproche au cardinal le fait qu'il a donné un très mauvais exemple à la jeunesse congolaise, parce qu'aujourd'hui, je peux vous montrer, je suis sur les réseaux sociaux. L'insulte principale aujourd'hui, c'est médiocre.
Médiocre, ministre, médiocre. Qui a donné l'exemple? C'est les cardinaux. C'est un peu pour rigoler. Qui a donné l'exemple? Vous ne vous sentez pas concerné, monsieur le Qui a ministre? donné l'exemple? C'est les Je le cardinaux. pense. Non, c'est gravissime. C'est un peu pour rigoler. C'est pas pour rigoler, madame. Lorsque les numéro 1, en tout cas une autorité morale comme le cardinal Mosengo, commence à insulter les gens sur la place, je considère que c'est une insulte, vous pouvez avoir un avis contraire, sur la place publique, je considère que la société congolaise dans son ensemble a sombré dans la médiocrité et qu'il faudrait corriger cela. C'est pour ça que j'ai demandé au cardinal, pour ne pas commettre l'un de 7 péchés capitaux. Je suis catholique, on nous a enseigné les 7 péchés capitaux. L'un de ces 7 les péchés politiciens sont devenus l'un catholiques. de ces 7 péchés capitaux, c'est mon catéchisme, je connais mon catéchisme. L'un de ces 7 péchés capitaux, c'est le péché d'orgueil. Je demande au cardinal, respectueusement, s'il ne veut pas commettre le péché d'orgueil ou un autre péché capital qui est la colère, qu'il puisse se présenter des excuses. Oui, mais monsieur le ministre, s'il vous plaît, mais est-ce que... Des excuses à qui, puisqu'il n'a pas cité le nom? Oui, mais Il présente des excuses à qui? il va continuer. Il va continuer, mais est-ce que vous ne comprenez pas, vous ne vous mettez pas à sa place, vous ne comprenez pas son état d'âme, l'état d'âme du cardinal, à partir du moment qu'elle a 5 ans, dont elle fait partie, à parrainer cet accord, et qu'aujourd'hui, à ses yeux, c'est tout simplement rangé dans le placard, je peux comprendre l'émotion qui peut être la sienne, mais je considère qu'à son niveau, il ne pouvait pas se laisser envahir par la colère ou par des émotions. Vous savez, Monseigneur Desmond Tutu, c'est un homme qui a évolué dans un système barbare qu'on appelle l'apartheid. Mais aucun jour, il s'est mis sur la place publique pour insulter les gens. Vous voyez un cardinal lustigé à Paris se mettre sur la place, c'est-à-dire ça doit être nos modèles. C'est ce que je déplore. Il ne faut pas tuer mon modèle, il ne faut pas casser mon modèle. Le cardinal, ce qu'il a fait, il a cassé justement ces modèles-là. Voilà pourquoi je demande, pour finir ma phrase, qu'il puisse présenter des excuses pour cet écart de langage à la population, à tous ceux qui ont suivi. Parce que beaucoup ont été blessés, beaucoup ont été choqués. Deuxième chose, ça c'est la première chose que je lui reproche. C'est-à-dire ses comportements indignes de son histoire, de son parcours, de son statut. Deuxième chose que je reproche au cardinal Laurent Mosengo. Manifestement, le cardinal aujourd'hui, d'après ma lecture, a 2 statuts. C'est le cardinal archevêque de Kinshasa. Et de plus en plus, je suis tenté de le considérer comme deuxième statut, l'aumônier du RASOP. Parce que de plus en plus, il est en train de s'adosser ou d'amplifier les thèses du rassemblement. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça va nous diviser. Ça nous met mal à l'aise, nous qui avons étudié dans des écoles catholiques. Monsieur le ministre, il se dit porte-parole ou porte-voix des Congolais qui sont dans la misère. Qui souffrent. Voilà. Il se dit porte-parole des Congolais, donc ces Congolais pensent que les médiocres doivent dégager. L'archevêque de Bukavu, qui est aussi porte-parole de la population congolaise, il dit quoi? Je demande à tous mes fidèles de faire des journées de prière pour l'organisation des élections libres et démocratiques dans notre pays. Vous avez divisé l'Église, on peut le dire, puisqu'il y a... Je n'ai pas divisé. Il y a maintenant de ceux qui sont de votre côté, il y a de ceux qui sont du côté... On n'a pas divisé, c'est ce comportement politicien qui risque de diviser l'Église. Je pense que le cardinal devrait rester le modèle, la référence. Lorsque je me dispute avec un politicien de l'opposition, nous devons nous en remettre à lui pour qu'il dise Thomas Louaka, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Présente tes excuses. Il dit à l'autre, voilà ce que tu as dit, ça ne se fait pas, vous pouvez avoir des divergences politiques, mais tu ne peux pas employer ces expressions. Ça doit être la référence morale. Okay. Alors la Senko était chez le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. On est là dans un bras de fer, gouvernement et catholique. Non, non, justement, il y a une confusion, certains communicateurs même de la majorité. Je pense qu'il y a un peu de la maladresse là-dedans. Il n'y a pas conflit gouvernement, église catholique. Parce que ce qui s'est fait, ce n'est pas l'initiative de la marche du 31. Ce n'est pas l'église catholique. Les laïcs, les catholiques. Madame, il y a une structure dans l'église catholique qu'on appelle KLCC. Oui. Vous connaissez? C'est la structure officielle que nous connaissons depuis des années. Dirigée par M. Crispin Landa.
KLCC que tout le monde est connu. Mais pour les besoins de la cause, de la manifestation, on voit une autre structure apparaître. CLC, Comité laïque de coordination. Ça vient d'être créé quand on ne sait pas. Mais ça reste catholique. Non, ça reste catholique, mais dans l'archevêché de Kinshasa. Dans l'archevêché de Kinshasa. C'est comme ça que justement, le jour de la manifestation, le 31, l'évêque, Monseigneur Sikouli Melchisedek de Beni Butembo, a fait un communiqué pour demander à ses fidèles qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a des problèmes en interne. Je ne vais pas entrer là-dedans. Ce que je suis tout simplement en train de dire, évitons, il n'y a pas conflit gouvernement-Église catholique. L'Église catholique, c'est une grande institution qui encadre des millions de nos compatriotes. Et les agissements de certains animateurs de l'Église catholique, il faut faire la part des choses. Beaucoup de gouvernants sont catholiques, hein? Vous l'êtes, vous? Exactement. Mais mon frère me disait tout à l'heure, est-ce que vous vous sentez visé quand on vous dit que vous êtes médiocre? Je ne me sens pas tout à fait visé. Je suis interpellé plutôt. Moi, j'ai étudié dans des écoles catholiques. L'école... On nous cotait, hein, conduite, non, bonne, madame, mauvaise et médiocre. justement, c'était pas injurieux. J'ai étudié à l'école Saint-Georges, à Kitambo. Saint-Georges, c'est chez les frères des écoles chrétiennes. Si aujourd'hui, je suis traité de médiocre, les médiocres, c'est moi ou ceux qui m'ont formé. Je reviens sur la question. À l'époque, quand même, il y avait des cotations de conduite bonne, mauvaise et médiocre. Mais ce n'était pas une insulte. Non, vous essayez de relativiser. En tout cas, moi, tel que j'ai pris, il n'est pas digne du cardinal à son niveau de tenir ce genre de langage. Est-ce que vous irez à une messe dite par le cardinal Mais Monsengo? bien sûr, bien sûr. N'empêche, il reste les pères spirituels. Alors, que je ne reproche pas des questions religieuses. Monsieur le ministre, est-ce que... religion, il n'y a pas de divergence. Ce que je reproche au cardinal, le fait que maintenant, il commence à avoir des agissements politiques partisans. Est-ce que vous pensez, comme les autres politiciens, que la marche du 31 décembre avait été organisée en prélude d'une insurrection? Je suis convaincu parce que l'objectif n'est pas très clair. Lorsqu'on dit on marche pour l'application des accords, je viens de vous expliquer, concrètement, quel est l'article de l'accord qui n'a pas été respecté? Et les gens souvent oublient. L'accord de la Cinco, en fin de compte, lorsque les évêques vont faire rapport à la personne qui les avait mandaté, c'est-à-dire le chef de l'État, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous avons réussi à 90%, mais nous avons échoué sur 2 points. Vous vous souvenez encore? Donc, les évêques aujourd'hui, ou bien les Monseigneur Monsengo est en train de demander l'application d'un accord dont lui-même sait qu'ils n'avaient pas réussi à conclure à 100%. Quand on demande aux gens d'aller marcher, on déploie les gens, ce qui nous a inquiétés, c'est quoi? Vous savez que ce dimanche-là, je suis en contact avec certains curés, certains abbés qui sont des amis au-delà des questions politiques. Ils me disent quoi? On a été surpris dans nos églises. Vous savez quand même, l'église, c'est les Ndakuyanzambe, comme on dit à Lingala, hein, la maison de Dieu. Certains fidèles de ces jours-là, les fidèles de circonstances, sont venus en short coupé et en cinglé. Les curés étaient inquiets. Ils disent, mais ces gens-là, je ne les ai jamais vus ici. On a même vu certains politiciens, hein, sur certains réseaux sociaux avec des grands chapelets. Hein. Ils sont catholiques comme vous. L'un d'entre eux, on l'appelle maintenant Monsieur l'abbé. Je ne citerai pas son nom pour lui pas lui faire de la publicité. Par opportunisme politique, il y a des politiciens qui se sont immiscés dans cette occasion. Il dit, on va en finir avec aujourd'hui. Et lorsque c'était une marche pacifique, mais lorsqu'on est encore plus inquiet, lorsque le cardinal, justement, il vient prononcer sa célèbre phrase. Il est temps que les médiocres fassent quoi? Dégage. Vous allez les dégager comment? Il y avait un plan. Bon, alors, de plus en plus, monsieur le ministre, il y a des voix qui s'élèvent pour appeler à un dialogue, puisque n'étant pas très sûr que les élections pourraient avoir lieu à la fin de cette année, plus précisément le 23 décembre, comme cela avait été annoncé par la CENI.
Est-ce que cela, c'est votre avis? Vous avez suivi comme nous le point de vue du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations du maintien de la paix qui appelle un dialogue. Vous connaissez M. Campinga et son groupe, les centristes, qui également en appellent à une table ronde, en fait, quelle que soit la forme. Est-ce que c'est votre avis également? Non, l'intime conviction de notre parti politique, le mouvement libéral, ML, je dis encore clairement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous avons toujours été convaincus que le dialogue est un lubrifiant politique. Les gens doivent se parler en permanence, ne fût-ce que pour éviter des malentendus. Parce que lorsque vous ne vous parlez pas, vous allez vous imaginer des choses. Ah, je pense que lui, il pense que... Non, il faut se parler. Dialogue, nous sommes ouverts à tout moment. Nous, on a toujours encouragé le dialogue. Mais justement, la seule limite que nous pouvons mettre à ces dialogues, c'est de ne pas toucher au calendrier électoral. Parce que justement, ce que je vous dis, je suis inquiet du fait que toutes ces manœuvres ne puissent avoir que pour unique objectif de repousser les élections. Dialogue, oui, mais avec les calendriers tels que publiés par la CENI. On vous a vu à ces propos, dans une réunion, vous les ministres de l'opposition, les membres du gouvernement de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez dit à ces propos? Ah non, je ne suis pas membre de cette structure-là. Moi, on est dans un cas particulier. Le mouvement libéral, nous sommes alliés de l'AMP. Et je tiens aussi à rappeler, pour que les concepts soient très clairs, être opposant, c'est ça c'est les définitions qu'on trouve dans les statuts, la loi portant statut de l'opposition. Être opposant, celui qui ne soutient pas le gouvernement. On ne peut pas être au gouvernement et avoir les statuts d'opposition. Et ceux-là qui sont au gouvernement dont on... C'est la coalition. J'ai répété une disposition de la loi. Donc ils ne sont plus des opposants, vous voulez clairement... Mon frère, j'ai répété une disposition, mais c'est à vous d'interpréter. C'est compris. Alors quand la Belgique annonce la suspension de sa coopération... Ouais. De l'aide, surtout l'aide humanitaire. Bon, là aussi, je pense que c'est une mauvaise chose parce que la Belgique, avec les peu de moyens qu'ils nous donnent, ça aide quand même nos populations. Je vois parfois, il y a certaines... 25 millions de dollars. Oui, vous avez les chiffres. 25 millions. Donc, la Belgique essaie de faire quelque chose à gauche et à droite. Que la Belgique ait décidé d'arrêter cette coopération, c'est une mauvaise nouvelle. Mais il ne faut pas non plus oublier la surpondération politique qu'on accorde à la Belgique par rapport à ces 25 millions. Les rôles qu'on veut lui faire jouer. Vous savez que le premier bailleur de fonds dans la MONUSCO, qui est ici, qui nous apporte une aide incommensurable, les premiers contributeurs de la MONUSCO, ce sont les Américains, à hauteur de 30% du budget de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est plus d'1 milliard de dollars. Donc les Américains, chaque année, nous donnent, à travers la MONUSCO, plus de 300 millions de dollars. Et la Belgique nous donne 25 millions. En bilatéral, le premier partenaire du Congo, et qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui apporte beaucoup d'argent dans la coopération, c'est la Grande-Bretagne. Nous déplorons le fait que la Belgique veut politiser une assistance humanitaire parce que justement les gens qui vont mourir n'ont rien à voir avec nos divergences politiques, c'est dommage. Pour faire pression. Justement, on commence à utiliser la coopération comme un instrument de chantage. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas digne d'un grand pays comme la Belgique. Maman Tidikou, le patron de la MONUSCO, a fait un mandat. Oui. Un mot sur ce qu'il a fait. Il n'est pas le seul. Le cardinal aussi a fait un mandat. Non, mais c'est vrai. À 75 ans, on démissionne. Quand c'est l'âge de la retraite dans l'église catholique. Bon, on referme la parenthèse. C'est pas Maman. C'est pas que Maman fait un mandat. Un mot sur lui. Est-ce que la MONUSCO est encore utile? Je pense que la MONUSCO est utile. La MONUSCO est utile et peut-être pas, on peut débattre de la question du format, des questions du format, mais je pense que la MONUSCO est utile à nous aider dans cette période transitoire où nous sommes en train de chercher de restaurer l'autorité de l'État. Même la seule présence de la MONUSCO dissuade les ambitions de certains pays voisins à venir faire des aventures qu'ils faisaient surtout à l'Est là-bas, parce qu'ils savent très bien. Ils ont l'habitude de tuer des Congolais, mais tuer un casque bleu dans ce genre d'opération, ça peut coûter très très cher. Alors les pays voisins se tiennent tranquilles. Juste ce rôle-là
de dissuasion, ça nous aide déjà énormément. Leur aide est importante pendant les élections. Ce sont leurs avions qui aident à transporter justement oui, tout à fait. le matériel électoral. Oui, la MONUSCO nous a aidés sur le plan logistique parce qu'on en a besoin. Peut-être ça me permet de répondre à la question sur la loi électorale. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'ai fait les liens avec la MONUSCO? C'est des questions logistiques. Pourquoi nous avons soutenu cette réforme de la loi électorale? Nous avons décidé de faire un pays démocratique, c'est-à-dire où régulièrement on organise des élections. Mais il y a un phénomène qu'on n'a jamais vu dans le monde. On n'a jamais vu ça nulle part. Le nombre de partis. Les pullulements des partis politiques. Plus de 700. Plus de 700 partis politiques. Et le ministre de l'Intérieur me dit, en regardant les statistiques, on s'est aperçu qu'à la veille des élections, il y a une multiplication, une création nouvelle des partis politiques. Donc, le ministère de l'Intérieur pense que nous pouvons arriver à 1000 partis politiques. On n'a jamais vu ça dans le monde. Les États-Unis, c'est 2 partis. C'est l'expression démocratique. Ce n'est plus de la démocratie. On n'est plus dans la démocratie là. On est dans l'anarchie. La conséquence, c'est quoi? Je prends un exemple concret. 1000 partis politiques enregistrés à Kinshasa. Sur les 1000 partis politiques, 500 décident de se présenter dans la ville de Kinshasa aux élections de 2018. Lukunga, 14 sièges. 500 partis politiques présentent 14 candidats. Ça nous met à 7000 candidats. Vous imaginez la taille du bulletin de vote? C'est un livre. Parce que la loi oblige la CENI à mettre la photo du candidat, son identité, le nom de son parti politique, le logo de son parti politique et toutes ces couleurs. C'est un syllabus. On ne peut pas s'en sortir. Deuxième élément, quelle sera la taille des urnes pour mettre ces syllabus? On était dans une impasse. C'est pourquoi il a fallu écarter les petits partis politiques. L'une des solutions, c'est la machine à voter. L'autre solution, il faut obliger les gens à se regrouper dans des plateformes. C'est comme ça qu'on a posé la question du seuil. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? Les législateurs ont voulu que nous ayons des partis nationaux. Ça se voit dans la loi lorsque les législateurs demandent à la création des partis politiques, il faut absolument un originaire de chaque province. Mais malgré cette disposition, nous savons tous que la plupart de nos partis politiques sont des partis claniques, territoriaux, des partis qui représentent un petit coin de la République. Maintenant, avec l'histoire de seuil, celui qui est fort à Luozi, uniquement à Luozi, va chercher à s'allier avec quelqu'un qui est fort à Beni et quelqu'un qui est fort dans la province orientale et dans la province orientale ou à l'Équateur. Les gens vont se regrouper. Les 700 partis politiques, en tout cas, moi j'espère qu'on va se retrouver avec 5 grandes plateformes au maximum. Vous allez avoir l'AMP allié, les rassemblements alliés, les chrétiens indépendants ou les centristes. Voilà 5 grandes plateformes. Les débats deviennent plus lisibles. Merci, monsieur le ministre, on a terminé. Peut-être 1 minute sur la mutation, j'appelle ça comme ça, de la gare centrale, et 1 minute également sur le processus démocratique. Non, sur la gare centrale, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tout simplement dire aux gens qu'il n'y a pas vente. Si on vous apprend que le ministre des Infrastructures que je suis, Thomas Douala, a vendu quelque chose, c'est faux. Ce que moi je gère, ce sont des choses invendables. L'aéroport de Njili, le palais du peuple. Je ne peux pas vendre. Il y a un projet entre la SCTP et des partenaires turcs qui est en vue. Maintenant, sur les processus électoraux, je pense que le plus important pour nous tous, allons droit aux élections. Ceux qui se considèrent comme les plus populaires, ils vont gagner. Ceux qui se croient populaires seulement dans leur maison, ça se verra aussi. Évitons les autres distractions, parce que je crois que c'est de la distraction. La priorité des priorités pour le peuple congolais, et ils nous le ont montré. Comment le peuple s'est manifesté? Par l'engouement à l'enrôlement. On a dépassé les prévisions de la CENI, c'est-à-dire que les Congolais veulent un changement, les Congolais veulent des élections, mais tout doit se passer par les élections et pas par autre chose. En train de penser que des gens peuvent organiser une insurrection dans la ville de Kinshasa et que l'État va les regarder faire, c'est un rêve. Le plus important, allons aux élections, évitons. S'il y a des choses, nous devons nous parler, je suis ouvert pour un dialogue, mais arrêtons de planifier des insurrections ou des coups d'État déguisés dans notre pays
Et je pense que les élections cette année, ce sera une bonne chose. Nous pourrons reprendre une autre étape de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, Mamina, Bio1 Télévision, Franciata, Kin 24 Télévision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci surtout de nous avoir suivis.